Et si vous étiez soudainement déposé dans un environnement totalement inconnu? Devant vous, 21 visages, des élèves qui attendent, mais qui attendent quoi exactement? Vous ne le savez pas. C'était moi pendant mon 2e stage en enseignement. Je me sentais seule, perdue, dépourvue. Sans outils, sans expérience et surtout sans réelle compréhension du monde intérieur des élèves qu'on me confiait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander en boucle, mais comment, comme prof, est-ce que j'allais pouvoir créer un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement? Surtout que j'avais l'impression que les jeunes, ils n'avaient juste pas envie d'être là, qu'ils n'étaient pas motivés du tout. Je ne savais pas comment. Depuis l'âge de 4 ans, j'avais toujours rêvé de devenir enseignante. D'ailleurs, ma sœur jumelle Annie a été ma première élève à la maison. 20 ans plus tard, dès que j'ai gradué de mon bac en enseignement, j'ai malheureusement abandonné mon rêve. J'ai quitté le monde de l'enseignement parce que je sentais que je n'avais pas les moyens nécessaires pour motiver les jeunes. 5 ans après la fin de mon bac, en 2014, j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques à Sotchi, en Russie. Dans une équipe sportive, un coach aide ses athlètes à s'améliorer. Mon rôle à moi, c'était d'aider les coachs eux-mêmes pour qu'ils puissent être à leur meilleur avec leurs athlètes. En coulisses, je les aidais à mieux comprendre leurs athlètes, satisfaire leurs besoins, créer des environnements où leurs athlètes allaient pouvoir être motivés eux-mêmes pour être à leur plein potentiel. 2 ans après Sotchi, en 2016, j'ai participé à mes 2e Jeux olympiques à Rio, au Brésil, où j'ai, entre autres, eu le très grand privilège d'accompagner le coach de l'équipe nationale masculine de volley-ball, Glenn Hogue, mon idole. C'est un parcours qui a commencé très jeune et inconsciemment, je m'y préparais déjà depuis tellement longtemps. Pendant que j'enseignais à ma sœur à la maison, je ne pouvais pas m'empêcher d'être en même temps tellement fascinée par l'univers sportif et sa destination ultime, les Olympiques. À 9 ans, ma sœur et moi, on a commencé à jouer au mini-volleyball et rapidement, je me suis mise à coacher les plus jeunes de notre école secondaire. J'ai ensuite coaché les équipes régionales, provinciales. Pendant que je complétais mes études supérieures, j'ai coaché les Carabins de l'Université de Montréal. Je suis ensuite déménagée à Gatineau pour travailler avec l'équipe nationale à Volleyball Canada pour enfin, de retour à Montréal, obtenir ma job de rêve avec le Comité olympique canadien, où j'accompagnais autant les entraîneurs que les préparateurs mentaux de l'équipe canadienne olympique. À ce moment-là, ça faisait déjà 24 ans que l'équipe nationale masculine de volleyball ne s'était pas taillé une place pour participer aux Jeux olympiques. Et fort heureusement, en 2016, cette beaucoup trop longue période a pris fin parce que les athlètes, Glenn et moi, on a eu le bonheur de vivre Rio ensemble. Pendant mon parcours olympique, je me suis retrouvée à Victoria, en Colombie-Britannique, dans le cadre d'une conférence internationale sur la motivation humaine. Une sommité en la matière, John Marshall Reeve présentait les résultats de ses recherches. Une de ses avancées scientifiques a littéralement changé le cours de ma vie. Il partageait que les élèves des enseignants qui adoptent un style de leadership soutenant l'autonomie apprennent de manière plus conceptuelle. De même que les athlètes des entraîneurs qui adoptent un style de leadership soutenant l'autonomie gagnent plus de médailles olympiques. Si j'avais eu cette information-là avant mon stage, je serais probablement encore enseignante aujourd'hui. Il venait de connecter mes 2 mondes, l'éducation, le sport. Il venait de répondre à la question qui me hantait tellement dans ma salle de classe, mais comment créer un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement? Cette découverte-là, elle a transformé la façon dont je travaille, je vis, j'aime et je m'apprête aujourd'hui à devenir maman. Au Théâtre Maisonneuve, ici aujourd'hui, jeunes comme adultes, nous partageons tous et chacun une chose en commun. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la théorie de l'autodétermination.
La théorie de l'autodétermination, c'est la science de la motivation humaine la plus étudiée et la plus établie au monde. Depuis sa première parution, il y a 45 ans, des centaines de chercheurs dans des laboratoires partout dans le monde ont généré des milliers de publications. L'abondance de publications reflète l'importance, la pertinence de la théorie dans différents milieux, comme l'éducation, le sport, la santé et le travail. La théorie démontre que la chose que nous partageons tous et chacun en commun, ce sont nos 3 besoins les plus importants qui sont innés, universels et essentiels, d'affiliation sociale, d'autonomie et de compétence. L'affiliation sociale, c'est notre besoin de nous sentir appréciés, soutenus, connectés aux autres dans un environnement bienveillant. L'autonomie, c'est notre besoin d'être authentiquement en adéquation avec nos valeurs, d'être à l'origine de nos actions et de les endosser pleinement. La compétence, c'est notre besoin de nous sentir capables de relever des défis, de progresser vers des objectifs significatifs et de réussir. C'est quand ces 3 besoins sont satisfaits qu'une personne se sent motivée à agir, à apprendre, à performer. Selon John Marshall Reeve, un style de leadership soutenant l'autonomie repose sur une approche ou un leader, que ce soit un prof, une coach, une gestionnaire, un parent, vise à satisfaire les 3 besoins chez l'autre pour libérer son plein potentiel. Mais on fait ça comment exactement, satisfaire les 3 besoins les plus importants? L'affiliation sociale. En me préparant à la maison pour monter pour la toute première fois de ma vie sur la scène de la Place des Arts ici aujourd'hui, mon copain a été témoin de quelques débordements d'émotions de ma part. J'étais un petit peu stressée. En fait, j'étais un peu beaucoup passionnément stressée. Ça ressemblait à des épisodes comme « Veux-tu me dire pourquoi j'ai dit oui? J'ai tellement pas ma place là. Je vais être ben trop stressée, ça n'a pas d'allure. » Et pour lui, de répondre de façon tellement naturelle, « Ben voyons donc, t'en as fait plein des conférences, il n'y en a pas de problème, tu vas être capable. » Avouez que vous aussi, vous vous êtes déjà fait dire quelque chose du genre par une autre personne. Ou peut-être même que vous-même, rempli de bonnes intentions, vous avez dit un truc semblable à une autre personne que vous tentiez de réconforter. Eh bien, moi, c'est pas ce que j'avais besoin d'entendre. Ici, mon copain était plutôt allé avec quelque chose comme « Ouais, c'est vrai que c'est insécurisant. Ça prend beaucoup de courage de présenter devant autant de monde. » C'est un ressenti qui est complètement différent à l'intérieur quand notre difficulté, elle est reconnue. Au lieu de nier et de tenter de changer les sentiments négatifs, quand une personne les reconnaît, plutôt les accepte comme des réactions valides, instantanément, ça réduit l'intensité, l'emprise de nos émotions négatives. Quand notre besoin d'affiliation sociale est satisfait, c'est-à-dire qu'on se sent aimé, apprécié, respecté tel que nous sommes, et oui, parfois avec nos grosses boules d'émotions, ça libère l'espace nécessaire pour qu'on se remette à trouver des solutions et qu'on se mette en action. Alors au quotidien, peu importe notre rôle, je nous invite à nous poser la question suivante pour satisfaire le besoin d'affiliation sociale. Est-ce que je suis en train de laisser savoir à l'autre personne que ces obstacles, ces difficultés, ces sentiments négatifs sont tout à fait légitimes? Ou est-ce que je suis plutôt en train de tenter de les changer? L'autonomie. C'est l'heure de la lecture de groupe en classe. Emma, une jeune élève curieuse, reste debout et très, très près du livre. Elle aime particulièrement les images. Comme prof, tu te retrouves à lui dire « Viens vite t'asseoir, Emma, on commence, écoute bien. » Pour Emma, cette demande-là, elle n'a pas vraiment de sens. Emma, elle ne sait pas pourquoi elle devrait s'asseoir. C'est comme lui demander de grimper dans une échelle qui n'a pas de barreau. Elle sait où elle doit aller, mais sans point d'appui, c'est pas possible pour elle de commencer à monter. Résultat, elle se frustre, elle n'agit pas, elle résiste.
Alors, à ton tour, tu insistes avec un ton directif. « Emma, t'écoutes pas, je te l'ai dit que tu devais t'asseoir. » Avec ce genre de déclaration d'autorité ou d'impatience, on provoque souvent l'effet inverse de ce qu'on souhaite véritablement. Au lieu de motiver, on génère la résistance. Pourquoi? Parce qu'en imposant une demande avec contrôle et sans explication, on laisse l'échelle incomplète. Au contraire, en fournissant un rationnel explicatif, on la répare. On offre à Emma les barreaux nécessaires pour qu'elle puisse décider elle-même de commencer à monter avec confiance. Avec un rationnel comme « Emma, en t'assoyant, les amis aussi vont pouvoir voir l'image. Tout de suite après l'histoire, vous allez pouvoir vous déguiser comme vos personnages préférés. » Soudainement, la demande prend son sens pour Emma. Emma comprend comment son comportement va avoir un impact positif sur ses amis dans la classe. Un simple « je dois m'asseoir » est rapidement devenu un « je veux m'asseoir ». Et c'est là que la magie opère. Un rationnel transforme une contrainte en un choix éclairé. Un rationnel transforme quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être fait en quelque chose qui vaut la peine, qui mérite leur attention, leur temps, leurs efforts. D'ailleurs, c'est un comportement soutenant l'autonomie qui dépasse la frontière de la classe. Ça s'applique tout autant en sport, au travail, à la maison. Et qui sait, peut-être que Emma, elle aussi, est une petite fille qui rêve un jour de devenir enseignante. Elle est en train d'apprendre l'importance de donner un rationnel en entendant son prof lui expliquer le pourquoi de sa demande. Alors au quotidien, peu importe notre rôle, quand on fait une demande, instaure une règle ou exige une procédure, je nous invite à nous poser la question suivante pour satisfaire le besoin d'autonomie. Est-ce que je me suis assurée d'ajouter les barreaux à l'échelle? La compétence. Benjamin est vraiment très excité parce qu'il est prêt pour son prochain défi. Il va enfin pouvoir utiliser le vélo de son grand frère. Le beau grand vélo bleu à juste 2 roues que ça fait tellement longtemps qu'il veut pouvoir utiliser. Il s'installe sur son vélo et rapidement se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne touche pas aux pédales. Est-ce que c'est lui qui est trop petit? Est-ce que c'est le vélo qui est trop grand? Comme adulte, tu es derrière lui, tu l'encourages. « Vas-y, Benjamin, lance-toi, prends de la vitesse, tu es capable. » Ben voyons donc, vous allez me dire. On ne ferait jamais ça. Ça n'a pas d'allure. Et pourtant, combien de fois, dans tellement de circonstances différentes, est-ce qu'on perd de vue qu'on est en train de mettre des individus dans des situations où ils ne touchent pas aux pédales? On veut tous s'améliorer, on veut tous être efficaces, on veut tous être compétents. Et c'est notre rôle de leader de s'assurer qu'on rend le tout possible dans n'importe quelle circonstance en proposant des défis optimaux. Pas un défi trop grand et inatteignable comme Benjamin qui ne touche pas aux pédales. Ni un trop facile qui ne pique pas sa curiosité comme son ancien vélo avec les roues stabilisatrices. Le bon niveau de challenge pour chaque personne. C'est-à-dire le défi optimal pour Benjamin dans lequel il a envie de se lancer, il se sent compétent de réussir et s'il se dit « si je m'y mets et je travaille fort, je vais réussir ». Alors au quotidien, peu importe notre rôle, je vous invite à nous poser la question suivante pour satisfaire le besoin de compétence. Est-ce que je suis en train d'offrir aux autres des défis optimaux qu'ils se sentent en mesure de compléter? Est-ce que je leur offre des pédales qu'ils peuvent atteindre? Actuellement, je porte en moi un privilège immense, celui de porter la vie, de porter le futur. Un jour, notre fils sera assurément un des 21 visages qui va se retrouver devant une enseignante ou un enseignant qui peut-être aussi à son tour va se sentir comme moi en début de carrière, seul, perdu, dépourvu. J'aimerais tellement pouvoir m'asseoir à côté de cette personne-là et lui laisser savoir que ce n'est pas une question d'apprendre à motiver les jeunes. Ils ont déjà toute la motivation nécessaire en eux. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement quand ces 3 besoins les plus importants d'affiliation sociale, d'autonomie et de compétences sont satisfaits. Un environnement où chaque élève se sent apprécié,
autonome et compétent. C'est le genre d'environnement qu'on a le pouvoir de créer ensemble. J'ai cette vision-là de la classe où chaque enfant peut développer sa confiance de rêver grand. Et un jour, ensemble, on pourra donner naissance à des rêves aussi fous que peut-être se retrouver aux Jeux olympiques. Merci.